Priscilla Ludowski, première. Priscilla Ludowski, citoyenne gilet jaune. Alors avant de me lancer dans cette aventure en lançant la pétition, c'était ma première tentative de contestation par l'écrit. Et j'avais jamais milité avant, je ne fais pas partie d'un parti politique ou d'une association. J'ai jamais fait partie d'un parti même avant. Et voilà, je sais pas que l'envie qui me manquait de me diriger vers des associations, mais j'ai jamais trouvé le temps de le faire, ou j'ai jamais eu le courage de mettre du temps à profit pour d'autres causes. Je pense que ce qui m'a aidé à sauter le pas lorsque j'ai lancé la pétition, c'est parce que j'avais un peu plus de temps pour moi. J'étais dans une reconversion professionnelle courant 2017. Et moi, mon opinion, lorsqu'on est un peu dans le monde du travail, un peu noyé soit dans les soucis, soit dans le quotidien, soit dans ces heures de travail, je pense qu'on n'a pas vraiment le temps pour ne serait-ce que réfléchir à ce qu'on pourrait faire à côté et éventuellement penser à ce qu'on pourrait faire pour aider ou peut-être juste se poser des questions sur ce qui se passe autour de nous. Et je pense que le fait de me reconvertir et d'avoir plus de temps pour moi, ça m'a permis d'avoir plus de temps pour le questionnement en général. Et en l'occurrence, il y a déjà des questions que je me posais. Et sur le carburant, au départ, lorsque j'ai lancé ma pétition, c'était vraiment au départ qu'un questionnement. C'était vraiment ça. Et j'ai posé ce questionnement à travers la pétition. Et je me suis lancée, en fait. Chose que j'aurais pu faire avant, mais mon esprit était occupé à autre chose. Alors, dans le cadre de ma reconversion, j'ai à un moment donné été amenée à aller souvent sur Paris. J'habite en Seine-et-Marne, et donc j'allais à mes rendez-vous et puis au travail, donc j'étais entre deux. Et donc effectivement, lorsqu'on utilise souvent sa voiture, du coup, on se rend compte quand la facture augmente ou quand on se rend régulièrement dans un supermarché, les prix augmentent, on s'en rend compte tout de suite quand on a des habitudes. Et là, effectivement, lorsque ma facture a presque doublé, j'ai cherché le motif et là, je suis tombée sur l'argument du gouvernement qui disait on fait ça pour financer la transition écologique. Bon, ça a été le premier tilt où je me suis dit ok, on va vérifier. Donc c'était vraiment de l'ordre de la curiosité, vraiment au départ, de chercher à comprendre. Et au fur et à mesure que je creusais, ça me paraissait pas cohérent. Et là où avant, j'aurais certainement abandonné en disant bon, ok, d'accord. Comme d'habitude, on paye ça, on ne comprend pas pourquoi on le paye, ou alors je ne trouve pas que c'est cohérent, mais je vais payer quand même. C'est la réflexion que je me fais sur tout ce que je paye en général. Sauf que là, la démarche, elle a été différente, et je me suis dit, je vais voir si je suis la seule à penser que c'est bizarre. Et du coup, j'ai lancé la pétition sans grand espoir qu'il y ait des signatures d'ailleurs. Pourquoi passer par une pétition? Parce que je suis quand même très connectée, très sur les réseaux sociaux. J'ai déjà pas mal signé de pétitions sur divers sujets. Et je trouvais que c'était une bonne manière pas spécialement de fédérer, mais de prendre un peu la température et de savoir si on est dans le vrai ou voilà. Donc je me suis dit voilà, c'est un des moyens et c'est rapide à faire en fait. On se rend sur le site, on rédige un texte et on argumente un petit peu et puis ensuite ça se fait en 3 clics quoi. Donc c'est assez rapide. Et puis après on partage. Et c'est là qu'on voit si ça prend ou pas. Puis je commence à partager la pétition sur les réseaux sociaux, mais dans mon entourage proche. Puis je leur demande de faire pareil, de partager. Donc ça, c'était au mois de mai, fin mai, le 29 mai exactement. Et donc voilà, j'ai récolté quelques 500 signatures. Puis j'ai laissé un peu de côté parce que la période estivale, voilà, c'est un petit peu en creux pour tout le monde. Donc à la rentrée, je me suis dit, il y a quand même 500 personnes qui ont signé. Et l'idée, c'est pas de signer pour signer, il faut quand même montrer qu'on fait quelque chose et qu'on cherche à avoir des réponses à ces questions-là que je posais dans la pétition. Donc là, j'ai commencé à envoyer la pétition à des groupes Facebook pour toucher un plus large public. Et puis après, j'ai envoyé la pétition à des cinquantaines de médias, voilà, presse, radio, télé. Et à partir de là, j'ai été recontacté par la presse locale, la radio locale et puis la presse locale. Et de là, le Parisien a vu la pétition dans un article de la République de Seine-et-Marne. Et lorsque ça est paru dans le Parisien, là, il y a eu une explosion de signatures parce que là, les gens ont pris connaissance de la pétition et de son contenu. Alors au départ, il y avait déjà des gens qui réagissaient en commentaire de la pétition, donc ça montrait qu'il y avait un certain intérêt et un questionnement identique au mien. Et aussi sur les réseaux sociaux, lorsque je partageais la pétition, qu'il y avait des commentaires qui étaient faits lorsque je partageais le lien dans un post. Donc il y avait déjà des premiers échanges là-dessus. Alors c'était mitigé, il y a des personnes qui étaient d'accord avec ce que j'indiquais, mais qui me disaient de toute façon, comme d'habitude, ça ne changera rien, une pétition de plus.
On n'a jamais de retombées après les pétitions, mais j'ai signé. Donc voilà, j'avais des commentaires un peu comme ça. Et puis ensuite, c'est précisément par cette pétition-là, par la parution dans Le Parisien, que là, Éric Drouet m'a contacté. Et là, on a réuni nos actions. J'étais sur le fond et lui sur la forme. Et on s'est servi un peu de nos actions communes pour inviter tout le monde à manifester le 17. Lui avait prévu une action localisée à Paris même. Et moi, ayant accès aux médias, j'ai un peu invité tout le monde à participer pour essayer de devenir un événement national, en fait, après. Alors, lorsque la pétition a pris un petit peu plus d'ampleur, on était aux alentours de mi-octobre, on devait être entre 2000 et 2500 signatures, je crois. Et je me suis dit, bon, alors, qu'est-ce que je peux faire ensuite pour porter la question un peu plus haut? Et j'avais interpellé sur Twitter le ministère de la Transition écologique, j'avais jamais eu de réponse. Et donc ensuite, sur le site où on crée les pétitions, il y a un petit kit, on va dire, de méthodes pour dire qu'est-ce que vous pouvez faire pour essayer de porter la pétition un peu plus haut. Bon, j'avais déjà contacté les médias, donc il y avait cette partie-là qui avait déjà été faite, et j'espérais avoir une réponse. Donc j'étais un peu dans le harcèlement. Donc voilà, pendant un mois, je les ai pas lâchés. Et du coup, je me suis un peu mise dans une posture où je me suis dit, voilà, maintenant qu'on t'a contacté, il faut que tu sois prête à donner du temps pour en parler de manière différente. Et là, lorsque j'ai été invitée à aller sur des plateaux, ben voilà, fallait pas se démonter, fallait y aller pour exposer mon questionnement en public. Alors côté entourage proche, ça a été des encouragements. Côté public. Souviens-toi qu'on n'a pas ma question. On ne va pas comprendre ce que tu viens de dire. Alors, comment la réaction des gens suite à mon exposition aux médias et mon intervention en plateau ou même dans des interviews, ça a été. Il y a eu plusieurs types de réactions. Au niveau de l'entourage proche, ça a été des encouragements. Voilà, la famille, ça les a pas trop étonnés que je m'expose pour exprimer mes sujets ou mes questions. Au niveau des réseaux sociaux, j'ai eu aussi beaucoup d'encouragement. Pareil. Et par contre, au niveau des plateaux télé, effectivement, je me suis confrontée à des gens qui étaient contre ce que je disais. Donc là, c'était un peu différent. Ce n'était pas des encouragements. Alors, j'ai les encouragements de personnes qui étaient pour ce que je disais, mais il y a eu aussi le public contre ce que je disais. Et ça, je n'avais pas encore fait face jusqu'à ce que j'arrive en plateau. Et là, il a fallu argumenter, expliquer pourquoi je faisais ça, qu'est-ce que je cherchais à travers ce questionnement. Et là, ça a été différent parce qu'il a fallu se mettre dans une posture de débat et que je n'avais jamais fait ça avant. Quel questionnement était-ce précisément ? Alors, je demandais en fait ceux qui avaient financé les taxes jusqu'à aujourd'hui, les taxes sur le carburant. Est-ce que c'était des mesures qui servaient à la transition écologique? Parce que moi, ce que je demandais à travers la pétition, c'était « Ok, on nous taxe et on augmente les taxes davantage pour financer la transition écologique, mais qu'est-ce qui a été fait aujourd'hui pour préparer cette transition ?» Et les arguments que je trouvais, c'était on augmente les taxes pour que vous puissiez délaisser de plus en plus le véhicule. Sauf que dans certaines zones, ce n'est pas possible de le faire. Donc voilà, pour moi, ce n'était pas cohérent de dire abandonnez votre véhicule s'il n'y a pas d'autres infrastructures qui permettent de faire autrement. Ou alors, on nous demandait d'avoir une consommation différente en achetant des véhicules électriques et en proposant des primes, sauf que lorsqu'on n'a pas les moyens pour acheter un véhicule, qu'on nous donne 2 000, 3 000 ou 4 000 euros, ça ne changera pas grand-chose quand on n'a pas les moyens tout court. Donc, et puis, je trouvais ça hypocrite de nous diriger vers l'électrique alors que ça polluera moins à l'instant T à l'utilisation, mais la production et la fabrication telle qu'elle est faite pollue ailleurs, dans le lieu de fabrication. Donc pour moi, c'est la délocalisation de la pollution et ça sauvegarde en rien l'environnement et ça ne rejette pas moins dans l'environnement. Ça rejette peut-être moins en France, mais pas ailleurs. Donc pour moi, tout ça était assez incohérent et je ne trouvais pas d'argument valable pour dire on va continuer d'augmenter. Et puis c'était prévu jusque 2022 quand même. Donc sachant que la part de taxe est assez élevée dans le montant, je trouvais qu'on participait déjà largement à la punition pollueur-payeur, quand d'autres ne sont pas taxés comme le maritime, l'aérien par exemple. Ça me confortait dans l'idée que j'avais des questions légitimes, que l'action était légitime. Et c'est aussi inquiétant parce que
Parce qu'on a des personnes en face qui tiennent l'argument vraiment, qui y croient, parce que je pense qu'ils sont assez intelligents pour savoir que ce ne sont pas de vrais arguments, mais qui se mettent en face de nous et qui affirment des choses qui, pour moi, sont fausses, quoi. Moi, j'étais complètement outré de ça, quoi. Et puis, lorsqu'on a j'ai rencontré avec Éric Drouet, le ministre de la Transition écologique, le 27 novembre. Et à cette occasion-là, une des questions supplémentaires que j'avais dans la pétition consistait à dire, voilà, il y a des projets qui existent pour créer des biocarburants. Donc j'en ai listé quelques-uns, mais il doit y en avoir d'autres. Et je demandais, est-ce que le gouvernement accompagnait ces projets? Est-ce qu'ils sont cofinancés? Est-ce qu'il y a des moyens, même logistiques, qui sont mis en place? Peu importe, mais est-ce qu'ils sont appuyés? Et on m'a avancé qu'en termes de production, de fabrication, c'est beaucoup trop élevé en termes de coûts, mais que ça existe et qu'on me donnerait la liste des projets, mais je ne les ai jamais reçus jusqu'à aujourd'hui. Alors, au fur et à mesure que je rédigeais la pétition, je faisais des recherches sur le net. Et c'est très bien parce qu'il y a beaucoup de données mises à disposition, heureusement, hein, qu'il y a plein de bonnes sources. Et ça m'a permis de me documenter pas mal et de pouvoir apporter des arguments, ou à défaut de pouvoir apporter des arguments, de pouvoir au moins dire il y a des travaux qui sont faits par des experts depuis des années, ou il y a des gens qui travaillent sur ce sujet depuis des années, il faut aussi s'en servir. Et je me suis un petit peu servi de ces outils-là, donc la recherche, la documentation et les sources vers lesquelles on pourrait se tourner pour avoir des solutions qui n'existent pas aujourd'hui. Alors au départ, non. Et au fur et à mesure que je faisais des plateaux télé, c'est eux qui sont venus à moi. Alors du coup, par contre, on ne sait pas de qui on parle. Alors au départ, j'ai fait mes recherches par moi-même et je me suis documenté pour pouvoir argumenter. Et puis ensuite, au fur et à mesure que je faisais des plateaux, ce sont des associations de défense de l'environnement, des personnes qui défendent des causes écologiques qui sont venues à moi et qui m'ont permis aussi d'étoffer mon discours aussi en plateau. Alors au départ, j'ai pas mal, la pétition tourne pas mal autour du sujet de la transition écologique. Et c'est vrai qu'immédiatement, en plateau, je me suis confronté à des gens qui m'ont dit oui, mais pour vivre mieux, il faut qu'on paye. Et pour vivre plus sainement, il faut qu'on paye. Et on a l'impression que vous n'êtes pas du tout pour un meilleur environnement, que vous n'êtes pas pour avoir un air plus sain, un air plus respirable. On ne comprend pas, etc. Donc c'est vrai qu'on a essayé de me mettre un petit peu, alors peut-être pas à dos les écolos, mais qu'on a essayé de me peindre un personnage qui correspond pas à la réalité de ce que je disais dans la pétition. Et non, moi je leur disais que je suis pas contre une fiscalité écologique si elle sert vraiment l'écologie. Ça, c'était la différence entre ce qu'eux proposent et la réalité de ce que moi j'aurais imaginé. Et donc non, effectivement, quand on voit que le président répond personnellement à la pétition, mais qu'il ne répond à aucune question au sujet de l'écologie, voilà, je pense que c'est pas moi qui évite la question de la sauvegarde de l'environnement et des solutions proposées, quoi. Alors j'aurais trouvé la réaction assez tardive. Enfin, j'ai trouvé que voilà, j'ai attendu un certain temps avant d'avoir une réponse du ministère de la Transition écologique. Je sais qu'en allant en plateau, il y a des présentateurs qui me disaient on a essayé de contacter le ministère pour avoir une réponse, avoir un écho à votre pétition. Et donc voilà, ils étaient aussi dans l'attente de ce retour-là. On a finalement été reçus avec Éric Drouet, avec une équipe qui entourait le ministre. Et ils étaient donc au départ assez à l'écoute de ce qu'on avait à dire. Et ça tournait non pas seulement autour de la taxe, parce que lorsque la pétition a été lancée, j'ai eu beaucoup de retours qui me disaient, voilà, c'est vrai qu'on sait qu'on se fait avoir sur ce sujet-là, mais pas que sur ce sujet-là. Ça englobe un tas de choses et tous les retours que j'avais tournaient autour du pouvoir d'achat, principalement. Et c'est ces retours-là qu'on a fait au ministre. Et donc voilà, il était dans l'écoute de ce qu'on avait à dire au départ. Ensuite, on a échangé et j'ai posé donc ces questions-là au départ en relation avec la pétition. Les réponses que j'ai eues, c'est au niveau de l'électrique, non, ça pollue pas moins et c'est pas plus coûteux. On fait ce qu'il faut pour que vous puissiez acquérir des véhicules électriques. On vous fournira les justificatifs de dépenses liées à la taxe sur le carburant pour vous prouver que ça finance la transition écologique, mais j'ai rien reçu. On vous fournira la liste des projets qui sont appuyés par le gouvernement, mais je n'ai rien reçu. Donc pour moi, ça a été une écoute et qu'une écoute. Voilà, il n'y a pas eu les deux engagements pris n'ont pas été tenus. Donc voilà, ça me met encore dans la même dynamique de dire que voilà, il n'y a pas vraiment de volonté d'aller vers la transition écologique. Et surtout à la fin, ce qui a été dit, lorsqu'on a dit voilà, il y a une vraie colère qui est là, il y a des personnes qui revendiquent beaucoup de choses au sujet du pouvoir d'achat et que les manifestations vont se poursuivre. Et à ce titre-là, est-ce que vous comptez réagir ? Et la réponse avait été à ce moment-là, en tous les cas, non, on garde le cap. Donc vraiment, j'ai l'impression que c'était un rendez-vous de forme
voilà, pour dire on vous a reçu, voilà, c'est bien, merci, au revoir. C'est une communication politique en ça. C'est ça, pour moi c'était très politique. Une réponse SAV, quoi. J'appelle ça comme ça. Si, je suis en colère. Ça ne se voit pas, je suis en colère pour plein de choses, il y a plein de sujets qui me révoltent. Si j'avais pu m'engager moi dans l'humanitaire, je considère que je n'ai pas le courage nécessaire pour le faire parce que les personnes qui sont engagées dans des grandes causes mettent leur vie entre parenthèses, quittent le pays parfois et tout, et c'est des choses que moi j'aurais bien aimé faire si j'avais le courage de le faire. Et j'admire beaucoup les gens qui sont dans cette dynamique-là. Et donc j'ai cette frustration de ne pas pouvoir faire plus, il y a déjà ça. J'ai aussi cette frustration parce que je me rends compte qu'on se fait avoir sur beaucoup de choses, mais qu'on est à notre échelle de citoyens, on ne peut pas y faire grand-chose. Je trouve que les politiques sont assez inaccessibles malgré ce qu'ils laissent entendre. Et c'est vrai que si j'ai cette colère, mais qui ne se voit peut-être pas. Ça a commencé un peu avant la manifestation du 17, que les gens en fait, les gens ont commencé à me faire des retours après la pétition, après le lancement de la pétition. Puis ensuite, au fur et à mesure que je faisais des plateaux, j'avais des retours sur des réactions par rapport à ce qui s'était passé en plateau. Et puis ensuite, pas mal de témoignages de personnes qui s'en sortaient pas sur tel et tel sujet, qui se confiaient. Et il y avait beaucoup de retraités qui se confiaient sur leur niveau de vie, beaucoup d'agriculteurs. Il y avait aussi des mères de famille, des personnes en formation. Enfin, j'avais de tous les profils qui s'exprimaient sur tous les sujets, mais qui tournaient autour du pouvoir d'achat, du salaire, des personnes à mobilité réduite et les indemnités qu'elles recevaient. En fait, j'étais assaillie de plein de propos à ce sujet-là. Et c'était un peu avant la manifestation du 17. Entre mi-octobre et la manifestation du 17, c'est là que ça a pris une différente tournure où on s'est dit, voilà, l'idée c'est maintenant. Si on doit parler du pouvoir d'achat, autant en profiter maintenant pour dénoncer ce qui ne va pas à ce sujet-là. Et ça a englobé un peu plus de revendications, on va dire. Alors, au fil des discussions, en fait, lorsque les groupes se sont créés sur Facebook, on a pu discuter les uns avec les autres, apprendre à se connaître, discuter de sujets précis, et on a fait une sorte de recensement un peu avec Eric et d'autres personnes qui sont en région de tout ce qu'on recevait. Et on en a fait une synthèse qui s'est traduite par un sondage qu'on avait mis en ligne. Et c'est justement ce qu'on a présenté au ministre le 27. Donc, c'était différentes familles de sujets, mais en l'occurrence, ça tournait beaucoup autour de la fiscalité, autour des produits et services de première nécessité, avec des taxes qui pourraient être réduites. Ça tournait aussi, il y avait le sujet donc, de la transition écologique, forcément. Il y avait le sujet aussi des salaires des élus, qui revenaient beaucoup. Et voilà, ces grosses familles-là étaient les principales qui regroupaient les revendications qu'on recevait. Alors, identique au fil des rencontres. Moi, personnellement, pourquoi ça m'a tout de suite parlé, parce qu'en fait, je m'étais déjà posé la question à plusieurs reprises de pourquoi on n'utilisait pas le référendum plus souvent. Et dans ce questionnement-là, que d'autres se posaient aussi, je pense que le fait qu'on discute les uns avec les autres, c'est quelque chose qu'on n'a pas l'occasion de faire dans la vie au quotidien. On ne se préoccupe pas beaucoup de son voisin, malheureusement. Et le fait d'avoir à discuter avec des personnes qui vous proposent des choses, parce que j'ai beaucoup d'emails de gens qui font des vraies propositions, et en l'occurrence, le RIC est très vite arrivé sur le devant de la scène, parce que ça a été la solution pour dire mais en fait ça fait déjà 7 mois que vous avez lancé votre pétition, il ne se passe rien. Vous avez été en plateau, il ne se passe rien. En tant que citoyen, on n'est jamais entendu. Moi, j'ai beaucoup dit en plateau, qu'est-ce qu'il faut pour que le ministre me reçoive? Est-ce qu'il faut que j'envoie un texto? Est-ce qu'il faut que... Voilà, et je me disais que c'était des personnes inaccessibles pour le citoyen. Et dans ces cas-là, est-ce qu'il ne faudrait pas un système qui permette aux citoyens de pouvoir s'exprimer? Et lorsqu'on a été à la rencontre du ministre, je lui ai posé la question, je lui ai dit, mais est-ce qu'il existe une veille au sein du gouvernement? Enfin, la réponse, je la connaissais, mais pourquoi il n'y a pas de veille au niveau du gouvernement qui permette de prendre la température un peu de ce qui se passe et de dire, voilà, il y a des initiatives qui sont mises en place, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour aider, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour les mettre en lumière. Il y a des pétitions qui se font, il y a un certain nombre de signatures, est-ce qu'on ne devrait pas s'y pencher quand ça dépasse un certain seuil et de se demander... Est-ce qu'on ne devrait pas, nous, aller à la rencontre de ces personnes-là, les mettre autour de la table et voir ce qu'elles ont à proposer? Et en fait, le ministre me dit, moi, quand j'étais en campagne, j'avais proposé ça, ça a été refusé. Oui, mais bon, aujourd'hui, est-ce que ça existe? Non. Donc, voilà, j'étais déjà dans cette dynamique de dire, il faut quelque chose qui permette aux citoyens de s'exprimer un peu plus haut et un peu plus fort. Et du coup, le fait de lancer la pétition, d'inviter les gens à manifester, pour moi, c'était un moyen d'augmenter le volume. Ensemble. Le collectif était nécessaire pour augmenter le volume de ce qu'on avait à dire.
et de passer en radio et de passer en télé, etc. Ça a contribué à augmenter davantage le volume et ça a, entre guillemets, fonctionné dans le sens où après on a été reçu. Mais voilà, moi j'étais dans ce questionnement-là lorsque je l'ai vu et voilà, j'ai pas eu l'impression qu'il y ait quelque chose qui allait être fait pour pouvoir faciliter faciliter le dialogue. Alors, on a reçu personnellement, j'ai reçu des commentaires qui faisaient écho à ce que j'expliquais par rapport à mon questionnement personnel sur le référendum. Et on me disait, voilà, il y a des personnes qui ont fait des travaux sur ce sujet-là. Donc, il y avait Étienne Chouard, il y avait d'autres personnes, l'association Article 3, Démocratie ouverte, Demos Kratos. En fait, voilà, on m'a cité plein de alors, je ne sais pas si on peut appeler des experts, des associations, enfin des personnes qui travaillent sur le sujet depuis des années. Et effectivement, moi j'en avais entendu parler de très loin, et j'ai cherché de plus en plus à savoir ce que c'était exactement, en quoi ça consistait. Je savais que ça existait dans d'autres pays, mais je ne savais pas exactement comment ils s'en servaient et est-ce que ça fonctionnait bien. Et voilà, je ne m'étais pas posé plus de questions que ça. J'étais dans le questionnement peut-être qui est peut-être en amont et qui se dit juste comment je fais en tant que citoyen pour faire entendre ma voix. Moi j'étais vraiment dans cette optique-là. Et c'est comme ça que j'ai creusé au sujet du RIC, que j'ai rencontré plein de gens qui soit travaillent sur le sujet, soit qui défendent ça depuis un certain temps. Et ça a pris de l'ampleur parce que ça fait écho quand on sait qu'on était dans les rues, qu'on n'est pas écouté, qu'on va en plateau, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont été en plateau parmi les Gilets jaunes, qui se sont exprimés, mais que ça ne changeait absolument rien. Et c'est vrai que le RIC s'est imposé un peu comme le sujet qui dit, voilà, enfin, si on n'est pas entendu, par ce biais-là, on sera entendu. Et on sera considéré, et notre voix sera considérée. On a des choses à dire qui ne sont pas toutes bêtes. Et donc, il faut que ça compte, et ça doit compter, quoi. Alors, j'allais justement y venir au manque de confiance qu'on a vis-à-vis des élus, parce que j'ai beaucoup eu ça en plateau. On m'a souvent dit mais les élus sont là, pourquoi vous n'êtes pas allé à leur rencontre pour votre pétition, pourquoi vous n'avez pas été voir des députés, des choses comme ça. Sauf que, en l'occurrence, pour la pétition, j'ai fait appel à ma mairie qui n'avait pas souhaité donner suite. Bon, ensuite, on s'est rencontrés, mais c'était un peu tard pour réagir. Mais je partage cette méfiance qu'ont les gens vis-à-vis des élus. Personnellement, je ne fais pas tellement confiance parce que dans mon expérience personnelle, lorsqu'on fait appel au maire pour des sujets soit de logement ou soit d'insalubrité, et qu'il n'y a pas écho et qu'il n'y a pas de réponse satisfaisante, et bien, du coup, on se replie un peu. On se rend compte que voilà, on est un peu seul. Soi-disant, on a une mairie, mais on ne peut même pas faire confiance au maire. Ça isole davantage, en fait. Ça isole davantage et du coup, voilà, j'ai fait mon bonhomme de chemin à part et du coup, j'ai trouvé ça un peu dommage que la mairie me contacte après, quoi. Alors, je pense que je parle de politique et je traite de sujets politiques, mais ça dépend de la définition qu'on donne au mot politique, justement. Qu'est-ce que ça englobe? En général, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un peu le mot à ne pas prononcer au sein du mouvement des Gilets jaunes par rapport à cette méfiance qu'on a des élus, mais oui, en fait, je pense que dans le mouvement, on est tous citoyens politiques, tous des hommes et des femmes politiques dans le sens où on traite de sujets politiques, mais pas dans le sens où on ferait partie d'un parti, par exemple. On colle toujours des étiquettes au corps de métier, en général. Donc c'est vrai que, voilà, on va dire les plombiers, c'est comme ci, les informaticiens, c'est comme ça, les politiques, c'est comme ça. Et c'est vrai que les politiques n'ont pas bonne pub. Et c'est dommage parce qu'il y a des personnes qui s'engagent en politique qui sont vraiment des personnes engagées, qui se sont engagés en tout cas au départ et peut-être encore après quelques années pour défendre des vrais sujets et qui peut-être se heurtent aussi à des murs lorsqu'ils essayent de faire valoir leur sujet et qui mettent leur sujet sur la table et que ça passe pas, parce qu'il y en a aussi qui essayent et qui n'y arrivent pas. Et malheureusement, ils sont noyés dans la masse des autres politiques qui, je trouve, ne sont pas forcément tous honnêtes et tous à l'écoute. Et c'est vrai que ça entache la profession, on va dire, pour moi. Donc voilà, je reste méfiante, mais je me dis que voilà, quiconque a le droit de faire de la politique, et pour moi, tant que ça va dans le sens de la démocratie, de l'intérêt du citoyen avant tout, et pas de l'intérêt des grands industriels, par exemple, ouais, pourquoi pas. Mais voilà, c'est un peu dommage parce que voilà, quand l'image n'est pas très glorieuse, eh bien, on met tout le monde dans le même sac, malheureusement. Pour moi, politique, oui, c'est une profession, ouais. Ouais, c'est une profession lorsqu'on s'engage dans un parti ou qu'on mène un parti. Quand on parle de sujets politiques comme nous on fait au sein du mouvement des Gilets jaunes, on n'est pas dans une profession. Je ne saurais pas décrire la chose, mais là, en l'occurrence, ce n'est pas
travailler ou on ne travaille pas pour quelqu'un ou pour défendre les intérêts de quelqu'un, mais on est là pour essayer de revendiquer une meilleure qualité de vie pour nous-mêmes. Donc je dirais qu'on est dans une action collective. Voilà, je ne sais pas trop comment le décrire, mais on s'empare d'un sujet, on s'empare de mode d'action pour pouvoir accéder à un objectif ensemble. Je ne pense pas aujourd'hui qu'on ait plus de place en tant que citoyen depuis le mouvement des Gilets jaunes, malheureusement. Justement, je trouve ça assez catastrophique qu'il faille sortir dans les rues régulièrement, qu'il faille avoir des modes d'action qui nous poussent à faire des choses qu'on n'aurait pas l'habitude de faire, comme des blocages, des barrages filtrants. Je rappelle que ce sont quand même des mères, des pères de famille qui font ça, des retraités. Ce ne sont pas des personnes qui vont spécialement pour en découdre tous les jours, mais qui font des choses qu'ils n'ont pas l'habitude de faire pour une meilleure qualité de vie. Donc ça montre un petit peu la détresse et la colère. Et je trouve que c'est pas normal qu'en tant que citoyen, on ait à faire ça. On nous a beaucoup reproché d'avoir des actions qui ne sont pas pacifiques en bloquant, par exemple. Mais sauf que quand on fait une pétition, ça ne marche pas. Par exemple, quand on va en plateau, ça ne marche pas. Quand on marche simplement dans la rue, ça ne marche pas. Donc malheureusement, ce qui a marché, entre guillemets, et lorsque le président a annoncé quelques mesures, c'est malheureusement lorsqu'il s'est rendu compte qu'il y a des personnes qui avaient des actions un peu plus poussées. Et c'est dommage parce qu'on n'est pas censé en arriver là en tant que citoyen pour se faire entendre. C'est absolument pas normal. Donc moi, je ne considère pas qu'on a plus de poids ou qu'on a plus de facilité à avancer. Au contraire, je trouve qu'on rame pas mal pour le nombre qu'on est. Moi, je considère que les membres du gouvernement sont assez inaccessibles. Je pense qu'ils sont assez verrouillés. Ils verrouillent l'accès à leurs portes. Et je trouve ça dommage. Et ne serait-ce qu'on nous vante beaucoup l'ère du numérique. Et je trouve justement que ça aurait pu être une porte virtuelle, mais une porte, pour pouvoir donner accès aux citoyens, par exemple. Ça aurait donné quand même un peu l'impression qu'on nous écoute ou qu'on peut proposer des choses. Alors ça s'est déjà fait à l'échelle d'une région ou d'un département. J'ai déjà vu des initiatives, par exemple sur le Grand Paris Sud, où on a sollicité l'avis des citoyens pour certaines choses qui allaient être mises en place. Et moi, j'ai trouvé ça très bien, j'y ai même participé, parce que c'est une bonne idée, je trouve. Et par contre, ça manque de transparence, parce qu'on ne sait pas trop après comment sont traitées les infos. Mais voilà, je trouve que l'initiative, déjà, était pas mal. Et je trouve que voilà, le système tel qu'il est fait nous isole et est verrouillé de l'intérieur et ne nous permet pas d'accéder soit à des informations, soit Quand moi je demande des comptes à travers la pétition, je trouve qu'en tant que citoyen, si on demande des comptes, on doit les avoir parce que les membres du gouvernement travaillent pour le pays et pour les citoyens et ils ont des comptes à rendre. Et c'est absolument pas normal qu'on n'ait pas accès à des données qu'on cherche à obtenir. Et c'est vrai que ce qui manque, c'est que les citoyens puissent participer aux prises de décision. Et c'est pour ça que le RIC est arrivé très vite comme une évidence, en fait. Parce que c'est le moyen pour moi, je trouve, de pouvoir dire, voilà, en tant que citoyen, je peux initier de manière légitime une action et de fédérer de manière légitime un certain nombre de personnes et sans passer par une pétition avec des manifestations. Ça pourrait ne plus exister, mais on pourrait éviter tout ça si on avait cette possibilité de donner de la voix en tant que citoyen. Alors dans les propos que j'ai pu voir par rapport à certains membres du gouvernement qui allaient à la rencontre des gens à l'extérieur, on a l'impression qu'il y a une certaine déconnexion et un certain mépris. Pour moi, il y a beaucoup de mépris vis-à-vis de ce que les uns et les autres ont à dire par rapport à ce qu'on propose. Elle a quelque chose à dire, ok, bon. Elle comprend pas. Elle comprend pas pourquoi on fait ça. Moi, j'ai beaucoup entendu parler de pédagogie, comme si on comprenait pas les choses. Et voilà, j'entends le président appeler les gens familièrement au sein de ses discours les enfants. Voilà. Je sais pas s'il se considère comme un père de famille ou quoi, mais il est en face des gens comme lui qui ont d'autres compétences que les siennes, mais qui sont, on est son égal. Voilà, faut qu'il ait conscience de ça. Donc, c'est vrai que je trouve qu'il y a une certaine hauteur qui est prise pour s'adresser à nous, et alors que je considère qu'on est dans une boutique et que nous, en tant que citoyens, on a donné les clés de la boutique à une personne, quand bien même on aurait voté ou pas pour cette personne-là, mais de fait, elle est là, elle est gérante. Mais elle est juste gérante de la boutique. Et si ça est là, on est en train de dire que ça ne va pas en rayon. Et nous, on dit, voilà, en tant que personne qui t'avons confié les clés de la boutique, on a le droit de te dire qu'en rayon, là, ça ne va pas. Et tu dois nous écouter. Ou au moins tenir compte et te remettre en question et de voir ce que tu peux faire pour mettre le rayon en état. Voilà la comparaison que je ferais par rapport à
à leur prise de position et à leur prise de parole, où je trouve qu'effectivement, ils prennent beaucoup de hauteur pour s'adresser à nous. Pour moi, le fait d'avoir à demander des comptes sur certains sujets, comme les dépenses qui sont faites, à quoi elles ont servi, etc., c'est gênant d'avoir à le faire déjà. Et gênant dans le sens où on ne devrait pas avoir à demander systématiquement, ou il devrait y avoir une transparence affichée, avec une volonté qui est de la transparence, et qu'il ne devrait pas y avoir ça ne devrait pas être un sujet de débat. Pour moi, c'est ça. Et surtout, le fait que donc, après débat, il n'y ait toujours pas plus de transparence, ça suscite encore plus de méfiance. Et ça accroît la méfiance envers les élus et voilà, les politiques en général. Ça participe à cette méfiance-là, qui est déjà installée en fait. Et pour moi, ça affirme qu'il y a une certaine... que c'est à la limite de la légalité pour moi. C'est un abus de pouvoir. De ne pas se justifier, de ne pas être transparent, de ne pas être dans l'exemplarité. Pour moi, tout ça, ça participe à la méfiance et pour moi, je me dis, ils sont à la limite de ce qui est juste ou légal. Alors, le fait d'avoir demandé à quoi ont servi les taxes, par exemple, jusqu'à aujourd'hui, c'est pas gênant dans le sens où moi, personnellement, je suis gêné de poser cette question. C'est gênant d'avoir à simplement poser la question, dans le sens où on ne devrait pas avoir à la poser, et que ça devrait être quelque chose qui devrait être fait de leur propre initiative en tant qu'élu. Après, ce que j'ai eu du mal à entendre au cours des débats, c'est oui, mais bon, vous payez déjà des taxes, ok, mais vous êtes un petit peu en train de faire la charité, quoi. En gros, j'ai entendu, c'est pas pour 3 centimes sur l'essence qu'il faut sortir dans les rues, ou faut payer des taxes. Comment vous voulez payer des taxes, comment on va faire pour financer la santé, comment on va faire? On essaie un peu de nous culpabiliser par rapport à notre demande. Et moi, je prends ça comme une tentative de manipuler un peu l'opinion publique pour ceux qui n'auraient pas compris l'initiative et qui entendraient ça et se diraient effectivement, enfin, si c'est pour 3 centimes, ça ne vaut pas le coup. Alors que le cœur du sujet, c'est pas ça, c'est de nous expliquer pourquoi jusque-là, on n'a pas su ce que vous avez fait avec nos sous. Et on participe déjà et on participe grandement. Et on aimerait avoir plus de justification là-dessus. Et on n'est pas là pour réclamer 3 centimes, on est juste là pour dire c'est pas normal qu'après ce qu'on paye, on s'en sorte pas. C'est surtout ça. C'est pas normal qu'arrivé à un certain niveau de paie considéré comme correct, on s'en sorte toujours pas. Et aujourd'hui, avec 2000, 3000 euros, je suis pas certaine que tout le monde s'en sorte. Et c'est ça qui est pas normal, puisque ça ne fait qu'empirer. Donc c'est ce constat-là qui devrait être fait, et pas oui, mais bon, c'est normal qu'on paye des impôts. On n'a jamais contesté le fait qu'on paye des impôts. On dit qu'on paye, qu'on aimerait savoir ce que vous faites avec les sous. Ça, c'est ça la vraie question. C'est pas le fait qu'on ne veut pas, on ne souhaite pas ne rien payer. C'est juste qu'on se dit à un moment donné, la planète, on était au courant de ce qui allait se passer. Pourquoi c'est aujourd'hui que vous vous réveillez? Il y a des choses qui auraient dû déjà être faites depuis un certain temps. Et puis ensuite, en novembre, alors pour parler de la dignité liée au sujet du mouvement et tout ça, ce que ça a révélé, c'est qu'enfin, en tant que citoyen, on ose dire qu'on a des soucis. On ose parler de ça à son voisin et on se sent libre de pouvoir dire oui, on n'est pas tout seul quoi, sur les questions qu'on se pose, le fait qu'on s'en sorte pas même avec 2000 euros, 1500 euros, où avant c'était censé être considéré comme une paye assez correcte. Non, on s'en sort pas et on est peut-être gêné de le dire aux autres. Et là, aujourd'hui, les gens se parlent et se disent voilà, moi je gagne 500 euros, moi je gagne 800 euros, moi je gagne 2000 euros et personne s'en sort. Et le fait de pouvoir rien que l'assumer, le dire en public, le partager les uns avec les autres, ça, effectivement, il y a un sujet de dignité là-dessus. Et du coup, on culpabilise en disant mais vous ne devriez pas demander quoi que ce soit puisque vous avez déjà des aides. On m'a dit la voiture électrique, voilà, on vous a donné 2000 euros, qu'est-ce que vous voulez de plus quoi? Et on nous culpabilise à chaque fois lorsqu'on demande quelque chose pour qu'on se sente un peu gêné et qu'on réclame rien du tout quoi. Alors, je me sentais au moins légitime en tant que citoyenne de pouvoir poser des questions. Ça, c'était le point de départ. Ensuite, on m'a souvent demandé est-ce que j'étais porte-parole. Je dis non, je ne suis pas porte-parole, mais je peux au moins pousser le questionnement de la pétition pour répondre aux gens qui ont signé. Parce que je pense que les gens n'ont pas signé pour mettre un autographe sur une pétition, mais pour au moins se dire je suis d'accord. Moi, je le prends comme ça, la signature, je le prends pour je suis d'accord. Et j'attends aussi les mêmes réponses. Donc, je trouvais que j'avais au moins ce devoir d'aller jusqu'au bout de ma démarche et d'essayer d'obtenir ces réponses-là, sachant qu'au jour d'aujourd'hui, je les ai toujours pas, quoi. Donc, je lâcherai pas. Voilà. Donc, je pense que là, j'ai au moins cette légitimité-là,
Et du coup, je pense que voilà, chacun aujourd'hui dans le mouvement se sent légitime d'aller justement à la conquête de cette nouvelle. Enfin, c'est pas une revendication, mais de cette nouvelle. Je dirais que c'est une quête plutôt de mieux vivre, ou de vivre simplement des sous qu'on reçoit, pouvoir en vivre dignement. Ouais. C'est cette quête-là de pouvoir simplement vivre, quoi. Les gens ne cherchent pas à être plus riches, ils cherchent à simplement pouvoir vivre de ce qu'ils gagnent. C'est la base, quoi. Est-ce que selon toi, la question fiscale est une question démocratique? Alors, tout ce qui permet pour moi d'accéder à un système où la représentativité serait différente de celle d'aujourd'hui mérite qu'on balaye tous les types de mesures qui sont mises en place. Et en l'occurrence, le pouvoir d'achat est venu sur la table, la fiscalité est venue sur la table. Pourquoi ? Parce que ça permettait de remettre une certaine justice fiscale. Et quand en tant que citoyen, on se dit ok, on paye des taxes, mais tout le monde n'en paye pas, les industries n'en payent pas autant que ça. Les entreprises du CAC 40, le GAFA que je citais la dernière fois en plateau, ne payent pas tant que ça. Ok, on est représenté par des personnes pour qui on a voté ou pas. Ils prennent des mesures qui ne vont pas dans notre sens. On met le sujet de la fiscalité sur la table, on nous renvoie que c'est pas possible d'aller taxer les grandes entreprises, c'est compliqué, il y a l'Europe qui rentre en ligne de compte, donc on peut pas faire ce qu'on veut. Et là, on se dit, ouais, va peut-être falloir qu'on change le système. On va peut-être falloir qu'on remette les choses en place et que nous, en tant que citoyens, on dise que ça suffit. Et effectivement, le sujet de la démocratie arrive sur la table et là, on se rend compte qu'en fait, il n'y a pas de démocratie parce qu'on ne peut pas y arriver, on ne peut pas donner nos idées, on ne peut pas dire que ça ne va pas, on n'a pas le droit de dire que ça ne va pas. Quand on fait de manière pacifique, ça ne marche pas. Et à la limite, on est maltraité sur place, quand on est mal reçu, je dirais plutôt, sur place dans les manifestations, parce qu'on demande plus de place en tant que citoyen et plus de démocratie. Et ça implique qu'on traite de plusieurs sujets, dont la fiscalité, puisque c'est de là que tout est parti au départ aussi. Alors, je trouve déjà que c'est injuste qu'on ne puisse pas s'exprimer librement. On a l'impression qu'on peut s'exprimer librement, mais en réalité, on se rend compte que non. Pourquoi ? Parce que, alors, on le voit pas mal et c'est très rapide. Les réseaux sociaux, c'est à double tranchant, hein. Soit ça passe, soit ça casse. Et l'avantage, c'est que les résultats, on les voit très vite. Et c'est vrai qu'on s'exprime tous comme on veut sur les réseaux sociaux. Bon, il y a des systèmes qui sont mis en place pour qu'on ne puisse pas non plus tomber dans des dérives, et c'est très bien sur les réseaux sociaux. Sauf que là, depuis qu'on a des choses plus intéressantes à dire, on est censuré. Donc en réalité, on se rend compte que voilà, la liberté, visiblement, elle a certaines limites. Elle a une certaine limite et on se rend compte que c'est quand on est censuré sur des sujets précis qui ne sont pas des sujets de nudité, de violence, et qu'on parle juste de démocratie et qu'on est censuré, on peut se poser des questions. Ouais. Et là, on se rend compte qu'on vit dans un système qui n'est pas si démocratique que ça et ça pose souci. Ça interpelle et ça fait peur même. Tu as un exemple précis? Voilà, c'est un exemple précis. Tu parles de censure sur les questions démocratiques. Quel type de propos ont été censurés et de quelle manière? Alors, moi, je ne m'en étais pas rendu compte moi-même. En fait, quand je partageais des informations, que ce soit des articles, des vidéos, je partageais donc normalement. Et en fait, ce sont mes proches qui m'envoyaient des captures pour me dire « mais on ne voit rien de ce que tu envoies. En fait, tout est grisé. » Surligné en noir pour le titre et grisé en dessous. Alors au départ, quand c'est une fois, on se dirait que c'est un bug, parce que voilà, il y a souvent des bugs. Puis quand il y en a d'autres qui vous le disent et qui vous envoient aussi les captures, je dis mais c'est bizarre. Et on ne croit toujours pas parce que c'est irréel de se dire on est censuré pour des trucs aussi bidons. C'est pas comme si on avait mis une vidéo d'une personne nue, quoi. Et plusieurs fois, on vous rapporte ces propos-là et là vous dites mais c'est pas possible. Enfin, on est sur un réseau social, c'est indépendant de l'État, enfin où il n'y a pas de violence ou quoi que ce soit. Ça réveille un petit côté paranoïaque. Et là, on se pose de plus en plus de questions. Et puis en plus, on n'en parle pas forcément autour de nous. Donc on garde ça pour soi, on republie, enfin on s'acharne à republier le truc. Et puis après, on en parle. Et quand on en parle et qu'on voit que c'est un peu plus grave que ça et qu'il y en a beaucoup d'autres qui sont... d'autres personnes qui sont aussi concernées mais qui n'en parlaient pas forcément, qui republiaient le truc aussi. Voilà, comme quand il y a un bug informatique, en fait, on n'est pas dans la suspicion perpétuelle, mais quand on se rend compte qu'on n'est pas seul, là, tout d'un coup, c'est vrai que ça révèle un peu le côté paranoïaque. On se dit, mais c'est un peu bizarre qu'on soit censuré alors qu'on fait rien de mal, quoi. C'était quoi les contenus? Les contenus, alors c'était soit au sujet du RIC. Là où on a eu beaucoup de censure, c'était lorsqu'on diffusait les vidéos de violences policières. Et voilà. Et les sujets de manif, les dates de manif.
Ça, c'était très tôt, par contre. Hein, ça a été très tôt dans les premiers actes. Alors, je pense que le fait qu'on soit autant censuré, ça participe à plusieurs choses. Ça participe à bloquer à bloquer l'information, tout simplement, à faire en sorte qu'elle soit moins visible. Des gens qui sont en dehors du mouvement et qui veulent simplement s'informer par les réseaux sociaux, par exemple. Ça participe à décourager les personnes qui sont dans le mouvement, parce que voilà, le mouvement est né sur les réseaux sociaux, sur le numérique, donc quand rien ne fonctionne, ça peut participer à ce qu'on abandonne ou qu'on remette à plus tard des choses qu'on voulait faire immédiatement. Ça, pour moi, ça participe aussi à lever des réflexions du type, oui, effectivement, est-ce que ça leur fait peur ce qu'on fait? Est-ce que ça les dérange? Est-ce qu'ils veulent nous passer sous silence parce qu'ils craignent que des personnes qui ne savent pas trop ce qu'on fait rejoignent le mouvement? Donc ça suscite beaucoup de questions, ça pose beaucoup de questions. Ça pose beaucoup de questions, notamment aussi celle de l'indépendance de Facebook vis-à-vis du gouvernement. On peut se poser aussi cette question-là. Voilà, il n'y a pas de réponse à tout ça, mais ça suscite des questions. On peut considérer quand même que c'est possible, que vous touchez juste, si cette censure est active, c'est qu'il y a vraiment, vous présentez vraiment un contre-pouvoir potentiel. Alors c'est sûr que ça conforte dans l'idée que ce qu'on fait, c'est pas débile. C'est sûr que, ouais, on peut se dire ça. En tout cas, moi, ça me conforte dans cette idée-là, de me dire, oui, c'est que ce que je dis, c'est pas complètement con, quoi. J'aimerais revenir sur un point très important que tu as cité aussi, qui a parlé d'égalité. Et pour avoir consacré une année de travail, un long-métrage et plein de petits courts-métrages à la question de la démocratie, avec des gens qui ont beaucoup travaillé sur la question, on sait que le pilier de la démocratie, c'est l'égalité. Est-ce que, bon, j'imagine, mais j'aimerais bien entendre déployer, est-ce que tu penses que nous sommes dans un système égalitaire? Ouais, j'avais posé la même. Alors, je pense pas on a l'impression en façade qu'on bénéficie tous des mêmes droits et qu'on a tous, on est tous sur un pied d'égalité, mais en réalité, quand on est dans la contestation, on se rend compte que non. C'est que dans la contestation, à mon sens, qu'on se rend compte que non. On n'a pas accès, par exemple, facilement aux médias pour dire quelque chose. En tant que citoyen, il faut connaître quelqu'un qui connaît quelqu'un. Donc on sait qu'il y a c'est un peu comme partout dans le monde du travail. Si on veut accéder à tel poste, voilà, il y a des gens qui passent outre certains processus parce qu'il y a du piston. Donc on sait qu'à petite échelle, on n'est pas tous sur le même pied d'égalité, mais en façade, on est censé quand même l'être. Et quand on est dans la contestation, on se rend compte qu'on n'est vraiment pas tous égaux. Ça passe de la suspicion au concret, là, après. Ça franchit une étape. Et c'est vrai que, et puis voilà, toujours au niveau de, si on rentre dans les sujets du mouvement des Gilets jaunes, fiscalité, on n'est pas du tout égaux. Je mettais souvent les GAFA versus les TPE, où voilà, les taxes qui sont prélevées chez les uns et les autres ne sont pas du tout les mêmes en proportion. Et oui, il y a beaucoup d'inégalités. En réalité, je ne vois même pas pourquoi ça fait partie du slogan, quoi. Enfin, du slogan. Pardon. Que faudrait-il faire pour réinjecter un peu d'égalité? Nous mettre tous sur un... Du coup, on n'entend pas la question. Oui, j'allais le mettre à la fin. Oui, je vais reformuler. Donner plus de place aux citoyens, ce serait un moyen de nous mettre tous sur le même pied d'égalité. Pourquoi la troisième grosse revendication des Gilets jaunes, c'est réduire les salaires des élus et des hauts fonctionnaires? C'est très symbolique. C'est pas ça qui va faire gagner énormément de sous et renflouer les caisses de l'État au maximum, mais c'est une manière de dire soyez nos égaux aussi. Allez travailler pour quelque chose de plus profond que ce que vous allez toucher, quoi. Soyez motivés par la cause que vous êtes censé défendre. C'est plutôt symbolique, cette revendication-là. Et c'est vrai que redonner une place aux citoyens pour qu'il ait accès à presque tout ce à quoi les élites ont accès, ce serait être dans un système plus égalitaire. Et avoir le même niveau de revenus, ce serait aussi un moyen symboliquement de dire on sait que vous allez travailler pour une motivation tout autre que celle qu'on pourrait penser aujourd'hui et qui suscite la méfiance. Bonne question. Alors, je ne pense pas qu'on soit en réelle démocratie. Je pense qu'on se contente de vivre dans un cadre qu'on nous a mis là et que c'est beaucoup plus pratique en tant qu'être humain. Bon, je vais aller loin, hein, en tant qu'être humain de
de vivre dans ce cadre, parce que quand les choses sont faites sur mesure, c'est beaucoup plus pratique. On suit les règles, même depuis la plus petite enfance. Pour moi, dès le système scolaire, on est dans un moule qui fait que quand on sort un peu de ce moule-là, on est un peu mis à la marge, alors que c'est peut-être le génie qui est sorti du moule. Et c'est simplement que ça permet de mettre une ligne directive qui peut être bien lorsqu'on est perdu et qu'on ne sait pas vers où aller. On est dans un standard qui peut servir. Mais ce qui est dommage, c'est que quand on sort de ce standard-là, on est tout de suite mis à l'écart par le système. Et c'est ça qui est dommage. Et c'est dans ce type de configuration que pour moi... on ressent le fait qu'on n'est pas réellement en démocratie. Ou alors une démocratie toute relative ou très verrouillée. Mais du coup, c'est en contradiction avec le mot même de la démocratie, quoi. Donc je ne sais pas si le terme il est bon actuellement, en fait. Là, on parle de démocratie représentative, par exemple, avec le système en place. Est-ce que c'est vraiment de la démocratie? Je ne sais pas. Je remets ça en cause régulièrement depuis le début du mouvement. Je le remettais déjà en cause avant et on peut déjà le remettre en cause dans plein de sujets. Mais c'est vaste, c'est compliqué. Alors, effectivement, je crois que c'est une excellente manière de voir si le gouvernement est réellement pour la démocratie et la vraie démocratie. Pourquoi? Parce que, en l'occurrence, les 3 grosses revendications des Gilets jaunes, lorsqu'on les a citées à Versailles et ensuite à Opéra, on a demandé à ce qu'elles soient soumises à référendum, en disant... Nous, on n'est pas représentatif de toute la société. Facebook, c'est pas représentatif de toute la société. On en a conscience, même si c'est là qu'est né le mouvement et que c'est là que le cœur est placé. Mais on aimerait quand même soumettre ça au peuple pour savoir s'il est d'accord avec ce qu'on propose. Et pour ça, on vous propose de mettre en place un référendum pour demander l'avis des gens. Et quand on voit que la réponse c'est non, on se demande mais comment on peut refuser un référendum, quoi. Ça fait des années qu'on ne l'utilise pas. Je ne vois pas en quoi ça pourrait poser problème de le déclencher pour avoir ne serait-ce qu'une réponse à une question. Et ça paraît banal, quoi. Et si ça seulement c'est pas accepté, là je me dis effectivement ils sont pas pour la démocratie, mais absolument pas. Ils n'ont pas du tout l'intention de nous consulter et quand ils ont un outil pour le faire, ils l'utilisent pas. Et ils avaient déjà la possibilité de l'utiliser. Enfin, ils l'avaient utilisé en 2005, on sait le résultat que ça a eu. Mais là, on retend la main en disant proposer ce référendum, poser la question. C'est un sondage à grande échelle. Donc saisissez l'occasion de demander si nous on se fourvoie. C'est aussi un moyen de savoir si en tant que président, je pense que ce soit à ce poste-là ou à tout autre poste, à un moment donné, on peut être amené à se remettre en question. Et je trouvais que c'était un bon moyen de prouver qu'il est capable de se remettre en question, le président, et de dire voilà, j'ai l'occasion de demander si ça va, si le mouvement des Gilets jaunes est légitime. Pour ça, je vais poser la question parce que je travaille pour eux. Et le fait de refuser ça, pour moi, c'est catastrophique. Il y a beaucoup de comparaisons avec ce qui s'est passé avant nous. et oui, je pense qu'aujourd'hui, on est dans un tournant. Je pense qu'on est dans un vrai tournant. C'est un mouvement qui rassemble tout profil, qui met tout le monde d'accord. Enfin, je m'avance peut-être en disant tout le monde d'accord, mais on est sur des sujets qui concernent tout le monde. Voilà, on n'est pas sur un corps de métier qui défend ses intérêts dans son métier. On est sur un sujet qui défend tout le monde et le citoyen en général. Donc, je pense qu'on a un vrai tournant et on est un peu à... Si je pouvais comparer au domaine informatique, je dirais qu'en fait, là, on passe à la version suivante, quoi. On est dans une mise à jour profonde et je pense que là, c'est le début. On vient à peine de poser le CD-ROM. Alors, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de polémiques autour du grand débat. Autour du fait que j'ai pu entendre à la radio ou voir sur les plateaux des personnes qui considéraient qu'on ne comprenait pas, en tant qu'automobiliste par exemple, pour faire le parallèle avec la pétition, pourquoi on nous taxait, qu'il fallait qu'on nous explique davantage, qu'on n'avait pas bien compris, qu'on n'était vraiment pas... qu'ils avaient, en fait, ça donnait l'impression qu'ils reconnaissaient une erreur dans le sens où ils n'avaient pas été suffisamment pédagogues avec nous et du coup ça nous renvoyait nous à des personnes qui ne comprenions rien. Donc du coup c'est vrai qu'il y a une forme de posture d'autorité parentale qui vise à dire voilà, je vous apprends, on aurait dû mieux vous apprendre les choses, bon vous n'êtes pas très intelligent, vous auriez dû comprendre mais vous n'avez pas compris, on va vous réexpliquer. Et puis comme vous comprenez toujours rien, on comprend bien que vous allez dans la rue contester, mais en même temps, on vous demande de retourner dans votre chambre. C'est un peu ça, ce qui se passe tous les week-ends. On nous renvoie un peu à la niche. Et c'est ça qui est dommage. Il n'y a pas d'écoute. Et il y a surtout, moi, je pense aussi la posture qui devrait changer. Quand ils auront compris qu'ils travaillent pour nous, ils n'auront pas la même posture.
Alors, moi, je pense effectivement, idéalement, une société sans parti, ce serait idéal pour moi. Parce que ce qu'on a pu voir avec le mouvement des Gilets jaunes, c'est que ça réunissait les gens de tous horizons politiques. Et donc, on se rend compte que les partis politiques, même si voilà, ils ont un programme, ils défendent quelque chose, ça participe grandement à la division. On n'a pas la même posture si on se met en face de quelqu'un qui se présente directement en disant « moi, je défends ce parti ». La discussion ne va pas être la même. On aura une appréhension ridicule en plus, parce que si on ne parle pas de ça, on peut très bien être amis. Et voilà, ça crée des divisions vraiment malsaines. Et du coup, effectivement, moi, idéalement, il n'y aurait pas eu de parti si j'avais pu réécrire l'histoire. Mais après, effectivement, avec un système imaginé différemment où le citoyen aurait plus de place, effectivement, on pourrait arriver à un système où il y a plutôt comment dire, pas des collectifs, mais des assemblées citoyennes ou des corps qui sont composés de citoyens et d'experts qui pourraient travailler et faire avancer les choses sans qu'il y ait forcément de personnes à la tête. Oui, je pense que ça pourrait marcher, mais je pense que c'est quelque chose qui prend du temps et c'est pas du jour au lendemain que ce sera réalisable. Je crois qu'on peut arriver à un système qui se passerait de beaucoup au moins du système tel qu'il est fait actuellement, qui est plutôt pyramidal. On pourrait arriver à quelque chose de plus horizontal, je pense, à l'avenir. Si on est vraiment dans un système où on prône la transparence, l'exemplarité et la participation active aussi, et l'écoute active aussi, parce que bon, participer c'est bien, mais bon, il faut aussi prendre du recul, voir si ce qui est faisable ou pas. Ça peut marcher parce qu'on est dans une dynamique aujourd'hui où on cherche ça, on le veut en fait. C'est pas quelque chose qu'on nous impose et auquel on n'a pas le choix que de se plier, mais il y a cette quête, il y a cette recherche en ce moment, il y a ces discussions qui se font et je pense qu'on est dans la dynamique qui pourrait faire qu'à un moment donné, ça se fera peut-être tout seul. Et moi, j'y crois, oui, j'y crois. Excusez-moi, c'est pas passé, je peux encore me rappeler une question. Un truc moi, qui m'apparaît aussi, c'est une grande contradiction, un grand paradoxe, on a beaucoup entendu dire les principaux médias ainsi que les hommes politiques qu'il y avait une crise de la démocratie, les citoyens ne s'engageaient pas suffisamment et que le premier signe de ça, c'était l'abstention, bien sûr, ils ne votaient pas assez. Dans un mouvement qui est spontanément très politique, qui pose des questions essentiellement politiques, avec un engagement au-delà de ce qu'on avait pu imaginer et espérer il y a quelques semaines seulement, la réponse de ces mêmes commentateurs télé ou médiatiques ou politiques, c'est un discours de mépris ou qui peut aller jusqu'au mensonge. Donc, on dit bien, les Gilets jaunes sont contre l'écologie, alors que vous êtes là sur un cadre au contraire. Qu'est-ce que ça te suscite comme type de réaction, ce paradoxe-là? Alors, quand j'ai pu entendre des membres du gouvernement que le RIC était antidémocratique, alors là, c'est le mensonge dans toute sa splendeur. Là, vraiment, qu'on puisse ne pas comprendre comment ça peut être mis en place, qu'on puisse avoir des craintes, qu'on puisse se poser un tas de questions, ok, mais qu'on dise clairement c'est antidémocratique, non. Là, c'est un peu... c'est dans l'exagération, et là, ça respire la peur. Pour moi, ça respire la peur parce que... pourquoi être contre un système qui vous permettrait de solliciter un peu plus le citoyen? Pourquoi être contre un système qui permettrait d'être plus en phase dans les mesures? Parce qu'elles viendraient d'en bas, les propositions. Et donc, c'est quand on est sur le terrain, comme quand on est dans une entreprise, qu'on est capable de dire ce qui va pas, et de proposer des choses qui permettraient d'avoir des meilleures conditions de vie ou de travail. Donc, en général, quand on met des choses en place, c'est par rapport à ce qui se passe sur le terrain. Et on devrait être content que ça vienne de la base pour pouvoir pondre des mesures qui vont bien ou qui collent au mieux et qu'on ne se rende pas compte 3 ans après qu'en fait cette mesure-là, elle n'allait pas, quoi. Et je ne comprends pas qu'on puisse dire que c'est antidémocratique. Pour moi, ça n'a pas de sens. Pour moi, c'est un signe de crainte. Et quand on utilise des arguments, quand on utilise des arguments du type... Quand on prend que comment dire, quand on utilise certains arguments pour susciter la peur, ça respire encore plus la peur. C'est-à-dire que j'entends des arguments du type, mais le révocatoire, on va pas destituer un membre du jour au lendemain tous les 4 matins. Ben non, ça n'a pas de sens, c'est pas ce qui est voulu. On jette pas quelqu'un du jour au lendemain, c'est un peu comme si j'allais à un entretien d'embauche et que j'avais peur de rentrer dans cette entreprise parce qu'il y a une clause de licenciement, quoi.
ça n'a pas de sens. On ne se focalise pas sur ce genre de choses. On cherche à savoir ce qui sera fait de bien et dans quel cadre il faut sortir de ce poste-là si ça ne va pas. Et jouer là-dessus pour faire peur aux gens, je trouve ça mesquin en fait. C'est encore une fois pour moi faire en sorte que les gens qui ne comprennent pas ce que c'est se disent « Ah mais attention, c'est pourri ce truc, ça ne va pas du tout ». Alors que l'idée, ce serait plutôt qu'ils se mettent en face de quelqu'un qui pourrait leur expliquer ce que c'est, leur expliquer comment ça peut être mis en place, se mettre autour de la table et dire « Voilà, qu'est-ce qu'on peut faire ? Est-ce que c'est quelque chose qu'on veut faire ou pas ?» On sollicite le peuple par référendum par exemple pour leur demander si c'est quelque chose qui leur parle, mais dire devant tout le monde en discours « Non, c'est antidémocratique, non ». On va remettre la peine de mort, on va remettre en cause l'IVG, prendre des sujets très sensibles pour faire peur aux gens, je trouve ça très mesquin. Du coup, tu as cité plusieurs fois la crainte et la peur qui animent cette manière de faire des dirigeants. C'est la peur de quoi, à ton avis ? La peur qu'ils soient plus dans le... Pour moi, le fait qu'ils utilisent certains arguments pour faire peur aux gens au sujet du RIC, c'est simplement pour... j'ai oublié la question. Voilà. Excuse-moi. Qu'est-ce que c'est la nature de la peur qui anime les Ouais. Pour moi, c'est le fait qu'ils utilisent en fait des arguments qui dissuaderaient les gens de s'engager dans le mouvement ou de défendre le RIC et sa mise en place. Ça montre qu'ils ont peur de perdre leur position. Qu'ils ne seraient plus dans cette posture de domination et d'avoir des gens qui pensent devoir les servir en fait. Ils sont bien dans une position où ils imposent les choses et ça les arrange absolument pas pour moi qui se trouvent dans une posture où ils seraient dans la collaboration, dans l'atelier, dans le travail collectif, ça les arrange pas en fait. On nous impose des choses, jusque-là on disait rien. Aujourd'hui on dit ça suffit et ça les arrange pas qu'on puisse dire ça suffit de manière plus régulière. Je pense que c'est ce qui leur fait peur. Il y a une question intéressante en français, on dit que quand on vote, on donne sa voix. Je donne ma voix à telle ou telle élection. Moi, j'ai l'impression que si les jeunes veulent ne pas donner la voix, de continuer à donner de la voix, je leur ai parlé toujours, sans avoir donné leur voix pour 5 ans à un président ou à un maire. Qu'est-ce que tu penses du fait de donner sa voix ou pas donner sa voix ? Alors je pense que quand on vote, on a l'espoir que ceux pour qui on vote fassent quelque chose qui aille dans le sens de l'intérêt général. Et je pense qu'on va de déception en déception lorsqu'on se rend compte qu'en fait, on ne vit pas spécialement mieux, on n'est pas spécialement mieux considéré, on n'est pas tous égaux. Et en fait, c'est un bilan qu'on fait régulièrement après chaque quinquennat ou après chaque législative ou quoi, mais on continue à vivre, quoi. On reste dans ce cercle vicieux et aujourd'hui, on se dit, on transmet sa voix, mais en fait, c'est pas bien retranscrit. Donc, on va s'exprimer nous-mêmes, en fait, tout simplement. C'est ce que ça veut dire. Pour moi, c'est ce que ça veut dire. Alors, j'ai beaucoup entendu soit des personnes sur le terrain ou des gens qui interviewent des personnes sur le terrain parler d'écologie, de la planète et de consommer mieux et vivre de manière plus saine. Et en fait, le premier sujet qui est arrivé sur la table, c'est j'aimerais déjà remplir mon frigo. Et c'est vrai que c'est le sujet principal, parce que c'est pour ça qu'on est d'abord descendu dans les rues, c'est parce qu'il y a des soucis de pouvoir d'achat. Et c'est vrai que ça a donné peut-être l'impression à certains qu'on ne se souciait pas du monde dans lequel on vivait, alors que lorsqu'on a par exemple opposé l'Île-de-France à la province dans le mouvement, par rapport aussi à l'écologie, etc., on se rend compte que non, en Provence, ils ont déjà un mode de vie plus sain, ils consomment déjà de meilleurs produits, et c'est plutôt en Île-de-France qu'il y a ce souci-là de vivre différemment. Et c'est des préoccupations qu'effectivement vous ne retrouverez peut-être pas en province, parce qu'ils sont déjà dans un mode de vie différent qu'en Île-de-France, et les soucis d'écologie, ils sont là. On aimerait de toute façon vivre plus sainement dans un monde qui nous permettrait de respirer mieux, sauf que on a besoin d'être accompagné aussi par les mesures qui sont mises en place. Or, les mesures qui sont mises en place ne nous accompagnent pas en ce sens-là, elles nous accompagnent à consommer plus, mais pas mieux. Et c'est pour ça que je trouve que c'est hypocrite de la part du gouvernement de dire mais il faut que vous consommez mieux, sauf que les produits en question sont plus chers par exemple, sauf qu'il faut avoir les moyens de les acheter aussi ces produits-là. Donc il y avait une mesure que moi je trouvais pas mal dans la baisse des taxes de première nécessité proposée par une Gilets jaunes qui disait en plus si c'est des produits sains ou bio ou certifiés bio, il faudrait qu'ils soient
il y a un effort supplémentaire sur la baisse des taxes sur ces produits-là pour que, ok, on gagne du pouvoir d'achat, mais en plus, on consomme mieux. Et en plus, ça a un impact sur la santé. J'ai des députés en plateau qui m'ont dit oui, mais vous comprenez, les taxes, il faut pouvoir financer la santé. Je dis oui, mais pour qu'on soit en meilleure santé, il faut peut-être faire en sorte que le fuel maritime soit plus sain. Il faut peut-être commencer par prendre le problème par le bon bout, quoi. Parce que les personnes qui sont sur les zones côtières respirent ce truc-là. Donc si vous ne voulez pas qu'elles soient malades et qu'il y ait plus de budget pour la santé, vous changez le fuel et vous taxez le fuel en question. Parce que c'est du fuel pourri qui jette du soufre, entre autres. Donc ils pourraient utiliser un diesel, par exemple, un truc plus sain. Et ils ne le font pas. Donc ils prennent le problème par le mauvais bout en nous culpabilisant, nous, en disant mais il faut payer pour enrichir le budget. Mais ce n'est pas par là qu'il faut commencer. Et je pense que ce travail-là, il est à faire au niveau des mesures qui sont mises en place. Sauf que comme ce ne sont pas des bonnes mesures, on voudrait participer à la mise en place de ces mesures-là pour vous montrer un petit peu comment ça doit se passer. Et ce que vous devriez faire pour qu'on vive mieux tous, autant sainement que plus confortablement financièrement parlant. Bientôt, il y a la plateforme Le Vrai Débat qui sera lancée. Et elle a été mise à disposition par le collectif qui a créé la plateforme du Grand Débat pour le gouvernement. Et là où ce qui diffère d'avant, c'est qu'on se rend compte que maintenant, on n'attend plus que le gouvernement fasse des efforts. Quand on se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas, tout de suite, on rebondit. Et on rebondit collectivement. C'est-à-dire que ce collectif qui n'a pas été satisfait de l'échange entre le gouvernement et leur société dans la mise en place de cette plateforme a réagi immédiatement en mettant la plateforme à disposition des Gilets jaunes pour faire quelque chose de plus démocratique. Ce qui n'est pas normal. Normalement, le gouvernement a demandé un dispositif qui devrait être transparent et ça n'a pas été le cas. Et ils se sont tout de suite... ils ont tout de suite réagi en disant mais nous, on propose un outil qui sert la démocratie, puisque vous ne l'utilisez pas comme il faut, eh bien dans ce cas-là, on va faire en sorte qu'il soit utilisé comme il faut. Et tout de suite, c'est quelque chose qui n'existait pas avant. Le gouvernement dit quelque chose, on s'arrête là et ok, ça reste dans cet état-là de déception. Alors que là, maintenant, j'ai l'impression qu'on sera moins tolérant. Qu'on sera moins tolérant à l'erreur et que là, en gros, on dit il faut que vous soyez efficace, exemplaire, neutre, que vous fassiez preuve dans vos démarches, lorsque vous mettez vous faites appel à des commissions ou à des conseils, qu'il y ait une indépendance de ces institutions-là vis-à-vis de vous, et on le demande maintenant. Alors si vous n'êtes pas efficace, tant pis. Ils ont rebondi immédiatement, et pour moi ça c'est un exemple qui prouve que les choses changent, qui prouve qu'on ne va plus accepter n'importe quoi. Et c'est important parce que cet outil-là qui est mis en place, il participe aussi à contribuer à ce qu'on puisse s'exprimer. Et il y a des initiatives qui naissent de ce mouvement-là qui sont vraiment extraordinaires, parce que j'ai deux exemples. Un, avec un collectif de personnes, donc il y a des personnes qui sont dans l'écologie, d'autres qui sont dans la recherche, d'autres qui sont dans les gilets jaunes, et puis d'autres encore, qui se sont réunis pour essayer d'exploiter ces résultats de la plateforme du gouvernement et de la plateforme des gilets jaunes, de les retranscrire, de proposer des mesures qui pourraient être mises en place, et de mettre à disposition des outils, donc dans des ateliers de boîte à outils, de mettre à disposition des outils qui permettraient, après le grand débat, en tant que citoyen, quand bien même il y aurait le RIC ou pas le RIC, de pouvoir participer activement, soit sur le court, moyen ou long terme, à des initiatives citoyennes, ce qui prouve qu'il y a cette volonté aujourd'hui de participer sur le long terme à des actions et de pas s'arrêter au mouvement et au grand débat. Et à côté de ça, il y a des personnes qui des fois disent voilà, mais ce serait bien qu'on fasse ça pour les sans-abri, ou ce serait bien qu'on fasse ça pour les personnes qui vont se faire expulser. Et en fait, comme un peu moi au début quand je disais je ne veux pas me lancer dans des causes, dans la défense de certaines causes, ce sont des personnes qui, depuis la naissance du mouvement, se lancent et dans des initiatives de solidarité et d'entraide. Et ça commence souvent, ça a souvent commencé sur les ronds-points. Et du coup, j'ai une initiative à laquelle je pense, c'est une personne qui a mis à disposition une sorte d'outil qui permet, en 2 clics, de créer son association qui sera rattachée à une fédération dans tel ou tel domaine. Et en fait, ça participe aussi à créer du lien, à recréer du lien social et de l'entraide et de la solidarité. En fait, de ce mouvement naît plein de choses que les gens n'osaient peut-être pas... les gens n'osaient peut-être pas se lancer dans certaines choses, et ça a permis au moins de recréer des liens entre les citoyens qui habituellement sont dans
quotidien et ne regardent pas ce qui se passe à droite à gauche. Et chose extraordinaire aussi qui se passe sur les ronds-points, c'est on arrive sur un rond-point, on n'est pas capable de dire qui est SDF et qui ne l'est pas. C'est-à-dire que lorsqu'il y a des constructions de cabanes qui sont faites, il y a de la nourriture qui est donnée par les gens qui passent par là, donc il y a de la solidarité aussi à ce niveau-là, des gens qui ne sont pas forcément en manifestation, mais qui, par le don, participent à tout ça. Ils ont donc de la nourriture, des fois en trop, et les personnes qui viennent sur les ronds-points, qui sont peut-être dans le besoin, il y en a qui sont dans le besoin, repartent avec de la nourriture chez eux, et les SDF sur place se nourrissent là et vivent là. Et on arrive sur place, on est incapable de dire qui est SDF ou pas, et c'est très bien, parce qu'ils se sont réintégrés à la société grâce au mouvement. Et c'est vrai que ça a créé des choses incroyables, quoi. Et ça n'en est que quelques-unes. Comment tu sens les mois qui viennent et les années qui viennent? Alors c'est assez compliqué parce qu'à côté de ça, il y a des initiatives de création de partis, il y a des associations qui se créent aussi. Et c'est voilà, c'est ce qui la force du mouvement, c'est sa non-structure et c'est aussi sa faiblesse aussi. Donc les mois à venir, c'est assez compliqué à dire comment ça va évoluer. Je sais qu'en matière de manifestation et d'action, c'est pas pour aujourd'hui l'arrêt en tous les cas parce que il y a une urgence qui est le pouvoir d'achat. Il faut vraiment qu'il y ait des vraies mesures fortes qui soient faites là-dessus. Pour ce qui est du long terme, et je pense au RIC notamment, ce sont des choses qui sont actuellement en discussion dans des ateliers. Il y a beaucoup de réunions qui sont faites pour informer les gens, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ce que c'est. Et donc, il y a un travail de fond qui est fait en parallèle, un travail plus sur la forme pour faire bouger les choses, parce que malheureusement, il n'y a que comme ça que ça fonctionne. Donc, dans un très court terme, c'est ce que je vois. Après, sur du très long terme, je ne pourrais pas... ce serait difficile de dire comment ça évoluera. Merci beaucoup. Merci. Ça va? Ça va. J'imagine pas combien de temps ça a duré, du coup. Oui, mais c'est passionnant, on devrait... Ah, d'accord.